Nous vous écoutons. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le retrouver? Mon esprit est troublé. J'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu ma joie. Tout est fini pour moi. Monsieur le Président, Madame et Monsieur du tribunal, voilà à quoi on voudrait réduire Monsieur Xavier Conhomme. Un homme livré à la panique, prisonnier du manque de l'argent, mais bien au contraire, mon client a toujours vécu dans la prudence. Chaque geste, chaque dépense était minutieusement pesée, comme des notes sur une portée. C'était un grand chef d'orchestre. De Mendelssohn à Dudamel, un homme qui suit toujours sa partition à la lettre. Chaque jour suit alors le même tempo, métro, boulot, puis dodo. Samedi au Bon de Réduction, dimanche au Fontaine à Eau, il suit toujours le même rythme, le même tempo. Les morceaux de sa vie suivent toujours la même dominante. Et alors qu'il évolue chez McKinsey, où les staffings, les feedbacks et les brainstorms rythment ses journées, dans ses tours où Élise Lucet aime bien mettre son nez, il aurait pu céder. Oui, il aurait pu se laisser porter par des logiques que l'on dépense sans jamais compter. Mais non. Lui, il reste fidèle à ses convictions. Un jour, alors qu'il arpentait un énième jardin à la recherche d'euros, de dinars ou même de pesos, un ornement vient embellir son terme. Il est touché en plein cœur à la vue de Valérie innocente. Il est si épris d'elle qu'il la demande en mariage avec la bague de sa grand-mère. Et malgré sa prudence naturelle, il accepte de participer majoritairement à l'achat de 50 gobelets personnalisés. Mais sa confiance fut absolument trahie par le choix de sa fiancée. Des gobelets de luxe, des gobelets extravagants, du plastique, bon sang! Et face à une telle divergence, Xavier ne pouvait plus, tout simplement. Alors il prit une décision douloureuse, mais nécessaire. Rompre. Puis, un mois après l'incident, Xavier se disait qu'il avait un don pour l'invisibilité. Malgré ses 87 tentatives par SMS, la bague de sa mémé ne lui revenait toujours pas. L'article 1088 du Code civil dispose que toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Eh oui, le mariage n'a pas tenu. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. L'amour l'a poussé à tenter l'impossible, se mettre à découvert. Rendez-vous compte, il est si amoureux de Madame Nocente qu'il demande conseil à ses semblables absolument minables, car il est angoissé par toute dépense. Regardez-le, un pauvre type, indépendant et bien payé, mais comptant chaque centime comme un gosse avec sa tirelire. Ridicule? Oui. Humiliant? Sûrement. Mais condamnable? Je ne pense pas. Bien que ce fût difficile pour lui, il fit un pas vers elle. Mais assurément, cet écolo adepte des gobelets en plastique n'était pas sur la même longueur d'onde. Cette bobo, gaucho mais pas assez pour prendre le métro, qui prétend manger bio mais qui ne connaît de la faune que celle du café de Flore et de cette salade au tofu à 20,50 €, qu'elle prend à l'occasion d'un brunch avec Sandrine Rousseau. Et même après avoir accordé leur violon, elle n'avait pas respecté l'accord. Et si elle était allée à son rythme, ils auraient pu filer l'harmonie parfaite. Et qui sait, à cette heure-ci, il aurait peut-être un 3e gin à se mettre. Et pour ce chef d'orchestre qui mène sa vie d'une 22 mètres, il est impossible d'admettre qu'il lui revient de payer chaque mauvaise note de frais. Et cette bague, Monsieur le Président, Madame et Monsieur du tribunal, parce que c'est un bijou de famille, peu importe la qualification de la rupture invoquée par la défense, il doit être rendu à la famille. La jurisprudence constante nous le rappelle. Dans un arrêt du 23 mars 1983, la première chambre civile de la Cour de cassation a justifié cette solution en disant que peu importe qu'elle réponde aux critères du présent d'usage fait à l'occasion du mariage, le bijou doit être rendu. Alors oui, on aimerait faire passer mon client pour un harpagon qui aime un peu trop le pognon, pour un oncle Picsou qui
qui se prétend amoureux mais qui refuse de faire le canard pour un pauvre mec qui n'a que 2 jeans dans le placard. Mais sachez que mon client n'est pas un simple avare. Alors oui, malgré tout son argent chez McKinsey, il ne vit pas Vive la Montmorency. Oui, à 5 ans et demi, il n'avait pas de Ferrari. Oui, il n'est jamais sorti avec Carla Bruni. Mais c'est justement car c'est un homme d'une grande philosophie, qui ne veut pas tout dilapider dans des folies, et que la seule pensée de l'argent lui soit comme un boulet à la cheville. Et oui, il vivait joyeusement dans un 9 mètres carrés. Et s'il avait pu vivre dans un tonneau, il l'aurait fait. Mais c'est simplement un ascète. C'est un disciple de Sénèque. Et Madame Nocente décide alors de tirer sur sa corde sensible, l'argent. Elle demande des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, au motif d'une faute prétendument abusive. Mais la faute requiert 3 conditions. Justement, cet article, une faute, un dommage et un lien de causalité. Analysons alors l'existence effective de chacun. Tout d'abord, pour que la responsabilité de Monsieur Conome soit invoquée, la faute doit être caractérisée, que ce soit par une intention de nuire ou une légèreté quelque peu blâmable. Et pour ce qui est d'intention de nuire, eh bien, on pourrait lui reprocher ce fameux commentaire. Bourgeoise. Oui, je vous l'accorde. Ce Marc Aurèle moderne aurait pu garder ses pensées pour lui-même. Mais ce n'était qu'une flèche de part, une ultime saillie au moment de la séparation, et certainement pas révélatrice d'une quelconque volonté de nuire. Et puis, est-ce une véritable insulte? Bourgeoise? On a connu pire comme faute fondant une rupture abusive. Après tout, il aurait pu l'insulter de macroniste. Et je pense qu'on peut accorder quelque excès à un homme qui a toujours vécu étroitement, une petitesse afin qu'il récupère la bague de grand-maman, cette femme absolument incroyable, qui lui a tout appris. Comment porter la même chemise 2, 3, 4, 8 fois sans pour autant se prendre des feedbacks lors de ses consultings. Mettez-vous à sa place. Si elle ne peut pas respecter une simple facture de gobelet, si elle ne peut pas respecter cette simple facture, qu'en aurait été du loyer à payer, de la facture d'électricité, une fois marié et des dizaines de milliers d'euros lapidés, qu'aurait-il fait en cas de galère? Serait-il allé crier famine chez leurs voisines, la priant de leur prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle? On évoque aussi parfois une légèreté blâmable, supposant une attitude irréfléchie. Mais encore là, comment parler d'une attitude irréfléchie chez un homme qui respecte religieusement cette vertu cardinale qu'est la prudence? Rien dans ses actes ne peut justifier l'idée d'une rupture sur un coup de tête. Encore une fois, la jurisprudence nous éclaire. La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2008, rappelle que la seule brutalité d'une rupture ne suffit pas à engager la responsabilité de son auteur. Et encore plus quand la rupture repose sur un intérêt qui est tout à fait légitime. Ici, une incompatibilité profonde dans le rapport aux dépenses, dans le rapport à l'argent. Elle l'a rappelé une autre fois en 1995. Monsieur lui-même l'a dit. Je n'avais pas prévu de me marier avec une femme au goût manifestement incompatible avec mes ressources limitées. Si on peut admettre le dommage psychologique d'une telle rupture, la faute n'est en aucun cas caractérisée. Ce geste, qu'elle qualifie d'ubuesque, est parfaitement légitime. Et toute prétention de dommage à intérêt qui s'ensuivrait apparaît totalement disproportionnée. Mais pourtant, on pourrait lui reprocher d'avoir annulé le mariage une semaine avant la date. Mais s'il avait continué le mariage, en sachant pertinemment que ça n'allait pas tenir, ce serait non seulement un sale type, mais ce serait un lâche. Et qu'est-ce que le mariage, si ce n'est pas cette institution absolument fondamentale qu'il faut protéger à tout prix? Et puis, s'adonner à un excès, c'est laisser la porte ouverte au prochain. Toujours de plus en plus gros, toujours de plus en plus grand, toujours de plus en plus fort. Et puis un se transforme en 2, et puis en 3, et puis en 4. Et quand on coupe la tête à l'un d'entre eux, alors 2 autres poussent à sa place. Xavier est un Héraclès essayant de maîtriser un hydre de Lerne. Ce n'est qu'un pauvre homme qui essaye de résister au chant des sirènes. Ainsi, ce que l'on ose appeler avarice n'est peut-être en vérité que la plus noble des vertus. Oui, Monsieur le Président, Madame et Monsieur du Tribunal, la plus noble. Car dans un monde où tout s'achète, il fait du courage. On raille l'avare, on caricature dans des pièces de théâtre, mais c'est lui qui y voit clair. Ici, c'est nous les vendus de la société.
prêt à dilapider les fruits de notre dur labeur, dans des gobelets personnalisés, dans des macarons bon marché qui sont franchement mauvais et qui coûtent 30 balles chez Pierre Hermé, dans des bougies parfumées qui sentent vaguement le figuier. C'est nous les limités. Et pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus, à vouloir jeter l'argent par les fenêtres. Car si l'argent est un bon serviteur, il est toujours un mauvais maître. Monsieur le Président, Madame et Monsieur du tribunal, aujourd'hui je vous demande de faire droit aux demandes de Monsieur Conome, sur le fondement de l'article 1088 du Code civil, de rejeter la demande infondée de Madame Nocente au titre de l'article 1940 du Code civil, ainsi que de la condamner au versement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le président est plus qu'on a prévu. Très bien. Écoute. Non, je l'applaudis pas, moi j'attends. La parole est à présent à Maître Anouk Rossoff pour Madame Valérie Innocent. Vous avez la parole. Le paradoxe du chat de Schrödinger. Être et ne pas être. 90 ans plus tard, la physique quantique peut enfin remercier Monsieur Xavier Conome, qui nous démontre par l'absurde que l'on peut être riche comme Crésus et vivre pauvre comme Job. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, réalisez l'honneur pour vous aujourd'hui d'observer de près un cerveau qui pourrait bien prétendre à la prochaine médaille Fields. Car c'est très tôt que le jeune Xavier réalise déjà l'un des raisonnements les plus audacieux de la science moderne. Si je garde mes 2 bonbons, mais j'en ai 2. Mais percée conceptuelle qui nous invite tous à la gamberge, mais c'est surtout l'instant où l'enfant précoce réalise que toute sa vie deviendra la démonstration de ce miracle mathématique. Faire passer Harpagon pour le bon samaritain. Et c'est un jour qu'au détour d'une expérience empirique dans un parc parisien, pièce jetée par touristes dans Fontaine, plus aimant est égal financement du dîner de coquillettes, car rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qu'apparaît ce que les chercheurs appellent une sérendipité. La rencontre de Madame Valérie Innocente. La variable est rapidement promue au rang de fiancée et le mariage est programmé. Mais soudain, catastrophe scientifique! Madame Nocente introduit dans l'équation une anomalie étrangère aux lois de l'économie conomienne. 50 gobelets personnalisés. Mais c'est pas Versailles ici, Valérie! Les calculs sont sans appel pour notre gobe sec. Valérie Innocente, plus 50 gobelets personnalisés, supérieur à rentabilité amoureuse. Solution: mariage moins fiancé est égal gain de pouvoir d'achat dans la France de Macron. Alors, 7 jours avant la cérémonie, Monsieur Conome transmet à ma cliente, Madame Nocente, la conclusion scientifique de ses travaux. Je cite: « C'est fini entre nous, bourgeoise. » Culotté pour un financier de la défense, mais aujourd'hui, Monsieur soumet à votre tribunal son théorème le plus ambitieux. Rupture des fiançailles plus article 1088 du Code civil est égal restitution de la bague. Théorème séduisant et théorème faux, car le calcul juridique est exactement l'inverse de celui proposé par Monsieur Conome. Monsieur invoque l'article 1088 du Code civil qui dispose que toute donation faite en faveur du mariage devient caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Très bien, très bien. Mais
Encore faut-il savoir de quoi l'on parle. Car toutes les bagues de fiançailles ne relèvent pas du même régime juridique. Seules celles qui présentent le caractère d'une donation faite en faveur du mariage ou d'un bijou de famille peuvent en principe être restituées. Et précisément, nous ne sommes pas dans ce cas. Ici, M. Conham tente de travestir en bijou de famille une parure qui, rassurez-vous, n'aurait ruiné absolument personne, car cette bague n'est pas un héritage, mais une arnaque financière conomienne. Une cagnotte familiale est confiée à Xavier. Vous commencez à connaître le spécimen. Dans un élan de générosité, il consacre 3 € à la bague et le reste à sa poche. Mamie Fifi, voyant dans cette bague un bijou de la couronne, ignorait simplement qu'elle léguait en réalité 3 pauvres écus à la pingre, au rapia, au rat qui lui sert de petit-fils. Monsieur le Président, peut-on parler de bijoux de famille lorsque celui qui transmet ignore sa nature et que celui qui reçoit en connaît parfaitement la supercherie? Autrement dit, Monsieur Conham ne reçoit pas un bijou de famille, non. Monsieur hérite de sa propre avarice. Et lorsque l'argument du bijou familial tombe, la qualification juste apparaît. Et cette juste qualification, c'est l'article 852 du Code civil, qui dispose que les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, et précise qu'ils s'apprécient au regard de la fortune du donateur. La Cour d'appel de Lyon, le 17 avril 2001, a exactement appliqué ce raisonnement aux bagues de fiançailles en admettant qu'elles puissent constituer un présent d'usage et à ce titre ne pas être restituées. Or, que constate-t-on ici? D'un côté, l'oncle Picsou du temple de la finance, occupant un poste substantiellement rémunéré dans un cabinet de conseil. De l'autre, une vulgaire bague en plastoc. Cet écart est révélateur, car au regard de l'aisance de M. Conham, un objet d'une valeur aussi dérisoire ne peut en aucun cas constituer une donation patrimoniale faite en faveur du mariage. Ainsi, cette bague n'est rien d'autre qu'un présent d'usage, qui ne doit donc pas lui être restitué. Et, comme si cela ne suffisait pas, la solution s'impose de toute façon, pour une raison plus décisive encore. M. Conham est lui-même à l'origine fautive de la rupture. Car si les fiançailles ne constituent pas un contrat en droit français, leur rupture n'en demeure pas moins encadrée. La Cour de cassation le rappelle de manière constante. La rupture devient abusive lorsqu'elle intervient dans des conditions brutales, tardives ou vexatoires. Et ici, la rupture est à l'image de M. Conham, lâche. D'abord, rupture tardive. Monsieur attend 7 jours avant la cérémonie. 7 jours alors que tout est organisé, que les 50 invités sont conviés et que ma cliente, elle, se prépare accessoirement à dire oui. Ensuite, rupture vexatoire. Une élégante insulte à sa fiancée, c'est fini entre nous, bourgeoises, et tout cela pour un motif dérisoire. Des gobelets personnalisés. Non mais rendons-nous compte, c'est de cela dont on parle. Et enfin, rupture brutale. Pas de discussion, d'explication, pas même le courage d'assumer, non? Un pauvre courrier électronique. Et, comme si détruire une femme ne suffisait pas, monsieur empêche encore ma cliente d'en guérir. Car 1 mois plus tard, c'est 87 SMS qu'il lui envoie pour récupérer la bague. 87, il peut envoyer 6-7 messages, ça peut arriver. Pas 87. 15 messages à la rigueur, mais pas 87. 87 messages, mais pas 80. Bah si, il peut en fait. À ce stade, Xavier Conham aurait dû être redirigé vers un professionnel de santé, car, Monsieur le Président, cela a un nom, du harcèlement moral. Ma cliente aurait pu, sans difficulté, déposer une main courante, voire même porter plainte, mais elle ne le fera pas, car elle souhaite simplement en finir. Ainsi, tous les critères retenus par la jurisprudence pour caractériser une rupture abusive sont ici réunis. Et cette faute lui interdit précisément ce qu'il réclame aujourd'hui, tirer profit de l'échec du mariage qu'il a lui-même provoqué. Car la jurisprudence est constante. Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans.
Pour les mortels, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Or, qu'est-ce que la demande de restitution de la bague, sinon cela? Mais encore faut-il mesurer l'audace du bonhomme. Alors que la CEDH nous condamne pour nos tribunaux trop engorgés, lui vient aujourd'hui, devant vous, faire tout un procès pour une bague récupérée dans son Kinder Surprise, et alors qu'il est précisément celui dont la responsabilité est engagée. L'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Or, les éléments que nous venons d'examiner permettent précisément d'appliquer ce principe. Car la rupture fautive de M. Conhomme a causé à Madame Nocente, dans un lien de causalité directe, un préjudice bien réel. D'abord, un préjudice matériel. Les dépenses engagées pour l'organisation du mariage devenues inutiles du fait de la décision soudaine de M. Conhomme. Mais surtout, un préjudice moral, directement imputable aux décisions de la rupture. Car ma cliente, elle, ne comprend pas. Ce qui devait être le plus beau jour de sa vie devient en quelques mots un véritable cauchemar, rendu interminable par ce procès insensé. La responsabilité civile de M. Conhomme doit donc être engagée. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, vous ne pouvez pas réparer le passé, mais vous pouvez encore empêcher qu'on arrache à Valérie le seul souvenir qui lui en reste, sa bague. Rappelez à M. Conhomme qu'il a atteint l'âge où ses caprices d'enfant pourri gâté ont des conséquences auxquelles il doit répondre. Sur l'astéroïde B612, une rose avait cru être choisie. Mais son petit prince, ne voyant le monde qu'en ombre, n'a jamais su comprendre sa valeur. Il a vu ce qu'elle coûtait et l'a abandonnée, la condamnant à se faner. Mais il y a une chose que ce petit prince ne saura jamais calculer. Le prix des larmes. Invisible pour celui qui ne voit le monde qu'en ombre, car on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Monsieur, messieurs, madame, faites-vous renard. C'est pourquoi nous vous demandons de rejeter la demande de restitution de la bague formée par M. Conhomme, de condamner M. Conhomme sur le fondement de l'article 1240 du Code civil à verser à Madame Nocente la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice matériel et moral, de condamner M. Conhomme à verser à Madame Nocente la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. Merci, maître. Et maintenant, on va faire une place.